Centre de contrôle, ici numéro 1, décollage effectué. The Mix. Alertez toutes les stations quand le shift est prêt. Qu'est-ce que c'est que ça? The Mix. Oh, c'est incroyable. On a découvert quelque chose de plus grand qu'on imaginait. Un signal radio venu d'un autre monde. The Mix. The Mix. L'aventure commence ici. Objectif déterminé, commencez le compte à rebours. C'est Joachim Garraud, live. En avant de spectacle. The Mix. The Mix. Ça y est, vous arrivez juste à temps. 60 minutes de mix non-stop. Ils viennent d'un autre monde, d'une autre planète. Joachim Garraud. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. The Mix. Simple terrien, dans ce numéro de Ça Envoie, je reçois aujourd'hui un extraterrestre. Cette étrange créature vient de la planète musique. Son but, s'établir sur la Terre et en faire son univers. Je l'ai connu en 1989, ce Space Invader, et il avait déjà une forme humaine. Il a commencé son invasion avec des petites lumières qu'il avait dû brancher sur un chenillard, sur un modulateur, avec 2 platines, sûrement une table de mixage qui devait avoir 5 voix. Et puis c'est parti, et maintenant c'est un créateur depuis plus de 40 ans, tour à tour et en même temps musicien, DJ, compositeur, remixeur, producteur, innovateur, performeur et podcasteur. Salut Joachim. Salut Dodon, merci de me recevoir. Bah c'est un plaisir, Joachim Garraud. Are you ready? I am ready. Super l'intro, hein, bravo. Je sais pas qui l'a faite. Hein. Non mais franchement bien produit, hein. Ça me plaît déjà, ça m'excite. C'est écrit quoi dans la case profession sur ton passeport américain? Je crois que c'est marqué music producer, producteur de musique. Oui, on avait compris quand même. Ouais. Non, mais en plus, c'est un passeport français que j'ai, donc c'est marqué producteur de musique. Producteur de musique, on peut mettre producteur de musique? Ouais, je crois. Je crois que ou musicien peut-être. Moi, j'aurais mis créateur. Ah oui, mais je sais pas si c'est une fonction qui est dans les cases possibles. Parce que ce qui est fort avec toi, c'est que tu as plein de passions. Mais pour réaliser ces passions... Un peu comme toi. Là-dessus, on s'en rejoint bien. Oui, non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup de choses. Ouais. Et pour réaliser ces passions, tu as décidé d'être ton propre producteur plein de fois. De ne pas attendre que quelqu'un t'aide à faire les choses et de prendre tout en main, de l'idée, la conception, la réalisation et souvent le financement. Oui, la diffusion, le financement, ouais, c'est ça. Bah, c'est la liberté, hein, ça. Hein. Ouais, c'est pour la liberté. Franchement, c'est la liberté. Ouais. Et il y a 20 ans, il y avait une petite chose qui arrivait, que seuls les passionnés de Mac ont vu arriver. Exact. Parce qu'on était tous avec nos... je me rappelle m'entendre dire « Enfin, Dom, Apple, c'est 1%. Hein. » Je dis « Ben oui, mais Porsche aussi. » Ouais, c'est vrai. Et iTunes arrive. Ouais. Et si on l'a fait simple, hein, mais l'arrivée de l'iPod... et des podcasts. Ça change tout, ouais. L'iPod, c'est une autre façon d'écouter de la musique. Tu te rappelles de ce moment-là? Ouais, je me rappelle bien de ce moment-là, puisque moi j'étais à fond technologie, donc j'ai eu le premier bebop pour pouvoir téléphoner dans la rue, où il fallait s'accrocher à des antennes et des choses comme ça. Et quand j'ai vu le premier iPod et que ça pouvait contenir 1000 chansons à l'époque en MP3 dans la poche, et je me dis, ouais, c'est le Walkman du futur, quoi. C'est-à-dire que nous, on avait connu le Walkman où il y avait la cassette qu'il fallait retourner. Et là, je me suis dit, ouais, 1000 chansons, c'est incroyable. Et donc, c'est vrai que quand on a eu l'iPod et que l'iPod a proposé le podcast, d'abord, je l'ai vu aux États-Unis avant que ça soit validé en France. C'est-à-dire que ça a été validé en France en mai 2005. Enfin, la première fois, je crois que c'est le 6 mai 2005, je suis en train justement de retrouver la date exacte de publication de l'ouverture du podcast sur le marché français grâce à Apple. Et donc, avant, début 2005, ça existait aux États-Unis. Et donc, je voyais un peu ce nouveau format. Et c'était exactement ce qui manquait pour moi, parce que je faisais déjà le programme pour la radio FG, ce programme de mix de DJ, et j'étais assez frustré de me dire, mais alors si tu loupes l'heure d'écoute, tu peux pas le réécouter, parce qu'il n'y avait pas de système de replay à l'époque. Oui, le replay, c'était quelque chose qui n'était même pas du tout dans nos têtes. Hein. Ça n'existait même pas. En fin de compte, la radio, ça c'est si l'émission de 18 à 19h, t'écoutes de 18 à 19h. Et si t'as loupé, t'écoutes le lendemain, quoi. Alors, il y avait les flux RSS. Pour ceux qui étaient un peu technophiles, qui étaient arrivés début des années 2000, mais c'était vraiment pas dans notre culture. C'était compliqué, quoi. Ah ouais, c'était compliqué. Et donc du coup, c'est vrai que je crois que c'est mai. Je veux pas dire de bêtises, mais bon, disons 2005, début 2005, avant l'été en tout cas, est arrivé le podcast via Apple qui a dit sur notre plateforme iTunes, vous pouvez vous référencer et vous pouvez donc vous inscrire pour avoir votre propre podcast.
Et là, à partir de là, toi, tu t'es dit, j'ai une communauté, ou en tout cas, je vais la créer. Et cette communauté-là, eh bien, je vais essayer de la fidéliser avec de la musique. Voilà, moi je me suis dit, surtout, j'ai mon émission de radio, et mon émission de radio, elle est diffusée à la radio, mais j'aimerais bien pouvoir la réécouter. Et puis je me dis, c'est quand même dingue de se dire que les gens peuvent écouter, faire une pause, réécouter quand ils veulent, revenir en arrière. Et donc, je me suis dit, c'est un super outil qui est le prolongement. Pour moi, c'est vraiment le prolongement de la radio. Hein. C'est-à-dire que la radio, c'était le média numéro 1, où j'avais mon émission de radio qui passait sur Radio FG. Je faisais un mix de 60 minutes toutes les semaines. Et depuis à peu près 20 semaines, à peu près 6 mois, j'avais démarré l'émission depuis 6 mois. Et après, le podcast est arrivé. J'ai dit, bon, ben, je vais faire la radio et le podcast. Et d'ailleurs, petite anecdote, il a fallu que je négocie avec la radio. Parce que la radio a dit, oui, mais alors, c'est quand même bizarre. C'est-à-dire que c'est la radio. J'ai dit, mais vous avez l'exclusivité de la radio. Et moi, je garde l'exclusivité du podcast. De toute façon, le podcast, ça représentait rien à l'époque. Tu avais déjà cette vision de multicanaux ? Multicanaux, oui. Alors, c'est arrivé. Alors, il faut remonter un peu plus en arrière, en 2003. En 2003, quand j'ai vu qu'il fallait absolument que j'ai un site internet, parce que je me dis, si j'ai un beau site internet, j'ai une vitrine sur les Champs-Élysées. C'est-à-dire pour moi, quand j'ai commencé à investir du temps, de l'argent, recruter des gens, mettre en place un site internet qui présentait mes productions, mes remixes, mes soirées, mes DJ sets, ça a multiplié par 10 mes demandes de DJ sets. Mais il faut dire que tu es dans un moment, début des années 2000, il faut se resituer. Ouais, hein. On est boosté par la French Touch. Voilà, tu es en plein dans la French Touch, tu es très innovateur dans les sons que tu proposes dans tes mix. Je viens de produire David Guetta, le premier album, numéro 1 dans les clubs. Donc tu es aussi dans l'underground. Oui, parce que j'ai aussi un autre pied dans le DJ DJ du Boy et toute la suivi de Radio Maximum et tout ça. Et donc du coup, donc tu sens aussi les choses. Tu sens les choses parce que tu as un public qui est dingue quand tu fais danser les gens, et tu veux avoir une audience en fait plus grande. Voilà, je veux fidéliser une audience et populariser quelque chose qui est un peu encore dans l'underground. Et la technologie comme l'iPod et le podcast, c'était exactement ça. C'est-à-dire que c'était un truc de geek. C'est-à-dire que tu parles de flux RSS. C'était comment rendre des flux RSS accessibles pour tout le monde dans sa poche. Alors à l'époque, pour produire, c'est pas aussi simple qu'aujourd'hui. Si on fait un flashback il y a 20 ans, tu produis ça sur quoi ? Sur Pro Tools ? Je produis sur Pro Tools. Oui, je m'enregistre. En fin de compte, je fais une émission d'une heure qui dure. Tu prends ton micro, ton SM7. Salut tout le monde. Ouais, c'est ça. SM7, les platines CD, Pioneer, et je mixe. Je fais un mixage. Dès le début, t'es en Pioneer. Ouais, je marche. Oui. J'ai fait un petit peu de Denon, je crois, au début des années 2000 avec un partenariat avec eux. Mais assez rapidement, j'ai eu la chance de travailler avec Pioneer Japon en plus, et sur le développement de produits. Et là, je suis hyper fier. Tu vois, il y a un truc que je suis vraiment fier dans ma carrière technique, c'est d'avoir participé au développement d'une console qui est la DJM 800 chez Pioneer, qui a un peu, pas révolutionné, mais qui a positionné les DJ non pas uniquement comme diffuseurs de disques, mais aussi comme créateurs. Parce que c'était la première console dans laquelle on a mis des effets. Parce que, bon, allez, on va remonter encore le fil. Hein. Je suis désolé, c'est hyper long. Non, mais quand on se rappelle, parce que on a un peu la même histoire au démarrage, quand tu as fait ta disco mobile, nous on était 1983. On était hyper fiers, on avait notre petite table de mixage, on avait 2 platines, jamais plus. Hein. On avait magnéto-cassette. 2 magnéto-cassettes, un pour recorder, pour vendre des cassettes, et l'autre pour balancer 2-3 jingles. Et puis on avait nos petits spots, donc on avait chenillard, modulateur qui bougeait au rythme de la musique, stroboscope, lumière noire, et là on était les rois. Et derrière, on avait donc des DJ qui s'appelaient Jackie Stewart, Yannick Chevalier, qui ont été les premières personnes qui ont remplacé, si on fait l'historique, le bal. Et on passe de la musique. Ils remplaçaient le groupe de musette et eux passaient les disques. Voilà. Et derrière arrive le CD. Et là, le CD au début, c'est pas terrible parce que pour nous, c'est une catastrophe. On a la qualité du son, les disques sautent plus, mais pour enchaîner... on peut pas changer le vari-speed. C'est-à-dire qu'il faut expliquer que quand on est DJ et qu'on veut enchaîner 2 titres, il faut qu'on ajuste la vitesse de déroulement des 2 titres pour que les BPM, bits par minute, battements par minute, coïncident. Et donc, autant le vinyle, la technique CSL 1200 avait un vari-speed de plus 8 à moins 8% qui permet d'ajuster, voilà. Autant les premières platines CD, c'était juste un play-stop comme un magnéto-cassette. Voilà. Et donc pour nous, c'était une catastrophe. Moins évolué qu'un magnéto-cassette, puisqu'à la fin, les
de cassette, il y avait même des vari-speed qui permettaient de moduler un peu la vitesse. Et un petit peu, les radios libres ont permis d'avoir des platines CD qui ont commencé à être broadcast et qui commençaient à avoir des fonctionnalités de start, Studer avec le vari-speed. Ouais. Et puis là, d'un seul coup, ça a explosé côté sono. Ouais. Et là, on a pu arriver des marques comme, qui étaient déjà présentes, Denon, et Pioneer qui s'est mis sur ce... La première platine CD avec vari-speed que j'ai eue, c'était une Yamaha. C'était un truc monstrueux qui devait faire 80 cm de large, qui faisait pas 20 kilos peut-être, mais un truc comme ça, qui coûtait 10 000 francs à l'époque. C'était un truc de dingue. Et j'avais pas pu me l'acheter. Et heureusement, j'avais un pote qui aimait un peu ce que je faisais à Nantes et il en avait acheté une. C'est pas un DJ, mais donc du coup, je l'utilisais. Et c'était la toute première avec le vari-speed. Ça s'appelle Yamaha, une grosse noire, je sais plus la référence exacte. Bon, bref. Excusez-moi, donc, on remonte un peu en arrière. Mais non, mais c'est important parce que dans le processus de fabrication, quand tu lances The Mix, du podcast, tu le fais façon DJ en fait. Ouais, je suis DJ, voilà. Alors la fabrication de 1 heure, ça dure 1 heure. Mais alors la préparation, ça dure 4-5 heures. Voilà, parce que tu as mélangé le set de DJ avec l'émission de radio en fait. Voilà, c'est ça. Donc tu as fait un habillage. Oui, j'ai fait un habillage qui a été très inspiré par Dimitri from Paris et Smicky à l'époque d'Energy Club. C'est-à-dire mélanger des extraits de films avec, entre autres, des versions françaises de films de science-fiction des années 50 et 60 avec ce timbre. Et puis toutes les personnes que j'aimais, alors en post-synchronisation française comme Jacques, comment il s'appelait, mince. Pierre Athé. Pierre Athé, oui, c'est ça. Et puis il y avait un autre qui faisait Conrad et tout ça. Ah oui. Jacques Thébault. Jacques Thébault, c'était pour moi la voix ultime en grain. C'est-à-dire que c'est aussi la voix du prisonnier, c'est la voix de tout ça. Bon bref, tout ça pour dire que quand j'ai fait l'habillage, j'ai repris des versions françaises des films de science-fiction des années 60 et on a commencé à isoler des petits bouts de phrases. Alors, je le redis, c'est pas une idée très originale parce que j'ai vraiment été très inspiré de Dimitri qui faisait ça sur Energy Club dans une moindre mesure. C'est-à-dire que c'était un petit peu plus... Il mélangeait aussi des bouts de Muppet Show, des trucs comme ça. C'était un peu tout mélangé, quoi. Alors que moi, j'ai volontairement choisi mis dans l'espace. Spatial. Je me dis, voilà, science-fiction, qu'est-ce que les aliens, si jamais ils devaient écouter un programme qui vient de la Terre, puissent écouter, toi. Donc, j'ai isolé ça, et puis c'est vrai que moi, j'aime bien produire. Donc, produire, ça peut être une émission d'1 heure, mais ça peut aussi être un jingle de 4 secondes. Parce que c'est excitant de faire ça aussi. Donc, t'as fait ton habillage. J'ai fait l'habillage. Le nom, un peu inspiré de Maximum. Voilà, avec 2 X, The X. Ouais. Et j'ai appelé Patrick Cuban. Qui est venu faire la voix française. Et Aurore Leblanc, qui est venue faire la voix française féminine. C'était des gens avec qui je travaillais beaucoup en publicité. Dans une boîte de prod qui s'appelait Square Prod, que j'avais montée rue de Rivoli. Et donc, c'est des gens que je croisais souvent. Et j'aimais bien le grain. Et donc, je leur ai dit, tiens, voilà, je cherche une voix masculine, une voix féminine pour l'habillage. Est-ce que ça vous dit de venir prêter votre voix? Et donc, du coup, c'était cool parce que j'ai pu écrire des textes un peu délire. Entière liberté, voilà, encore une fois. C'était top, ça. Hein. Franchement, d'écrire son propre scénario. Son propre délire. Ouais, son propre délire. Ça me faisait rire que moi, quelquefois. Mais je me dis, tant pis. C'est très très égocentrique en fait quand notre métier. Il y a des fois on fait des choses que pour soi en fait. Et après, qui même me suivent. Ouais. Et après on a la chance que les gens adhèrent ou pas. Mais il faut quand même que le premier public qui soit satisfait soit soi-même quand même. Tu vois. Il faut être fier de ce qu'on fait quoi. Voilà. Donc dès le premier numéro, t'as de l'habillage. Ouais, j'ai de l'habillage. T'as ton nom. J'ai le nom et puis les autres. Et reste le plus dur. La programmation. Ouais, alors la programmation, Alors à l'époque, on resitue, qu'est-ce qui marche bien en musique et comment tu te décales? L'électro, alors c'est en 2000, donc alors ça c'est 2005, on est dans une période French Touch qui est un petit peu adulte, c'est-à-dire qu'on est moins dans le Bob Sinclair, Daft Punk un peu naissant aussi, donc on est dans une French Touch, mais on est surtout dans une électro. Et donc comment je me démarque? Globalement,
j'ai la chance de recevoir pas mal de disques en promo parce que comme je suis DJ et que je fais des soirées et que aussi j'avais commencé donc mon émission de radio, eh bien je reçois régulièrement des liens de producteurs directement. C'est-à-dire qu'ils disent tiens, j'ai fini tel titre, est-ce que tu veux l'écouter? Mais est-ce que tu as une idée de formatage ou est-ce que c'est plutôt du coup de cœur ou est-ce que tu as une stratégie ou est-ce que c'est ce que tu aimes en fait? Ah non, en fait, compte The Mix en fait c'est ton goût musical du moment. Si on reprend les 20 dernières années, on peut se dire qu'il y a tes 20 ans de plaisirs musicaux. Exactement. Ouais. Moi, c'était... enfin, il y avait deux critères. En fait, le critère, c'est qu'il faut que ça me plaise au niveau du son. Donc, il y a quand même un côté sound design qui est important. Du son de la musique, tu veux dire? Ouais, et du son... Global général. De ton heure de mix. Ouais, c'est-à-dire que quand j'écoute les promos, enfin en tout cas les titres que je reçois, et j'écoute avec deux oreilles, une oreille musicale qui est-ce que musicalement ça me fait vibrer, et est-ce que sonore, est-ce qu'au niveau sonore ça la qualité d'un truc bien masterisé, bien mixé, bien produit, tu vois. Et est-ce que tu avais cette préoccupation que tu as connue en radio, te dire est-ce que je fais un espèce d'équilibre de tendance, équilibre de nouveautés, équilibre de pays ou pas du tout, c'est qu'au coup de cœur? Non, c'est vraiment qu'au coup de cœur. J'ai pas du tout été très rigoureux sur ça. C'est-à-dire que, alors hormis le fait que je diffusais pas deux titres du même artiste dans le même podcast, dans la même mix d'une heure. Mais par exemple, quand je recevais un nouvel album, je me rappelle avoir reçu un album de Steve Angelo à l'époque, qui était fantastique. Il y avait 4 titres que j'adorais. Bon, j'ai dû passer un titre par semaine, quoi. Tu vois, un truc comme ça. Mais j'ai pas du tout je fais pas d'équilibre musical ou en tout cas de ce qu'on appelle des horloges en radio qui te diraient il faut les titres haut tempo, des choses. Non, là, c'est vraiment les choses que j'aime. Et puis, en plus, comme ça, la durée de vie, globalement, du podcast, pour moi, c'était une semaine, puisque j'en fais un par semaine. Donc, c'est sur l'instant, tu vois. Il y a un premier jet. Tu reviens pas sur le premier jet, puisque tu dis, la semaine prochaine, tu feras un autre podcast qui va écraser un peu celui-ci, tu vois. Alors, la performance, tu viens de le dire, c'est un par semaine. Parce que on va s'arrêter bientôt. Tu vas t'arrêter le 25/01. 2025. Exact, ouais, c'est à 20h25, non? À 20h25, c'est ça que je pense. Donc, avec le numéro 999. Comment t'as fait pour tenir, d'avoir cette régularité, cette discipline? Parce que c'est quand même un truc de dingue de se dire de chaque semaine on délivre. Il n'y a pas je vais au ski, il n'y a pas je vais à la mer, il n'y a pas j'ai mal au dos, il n'y a rien. Non, c'est ça. C'est une discipline de te dire... il faut de l'organisation parce que c'est vrai que il m'est arrivé des années où je faisais, 180 concerts dans l'année, donc j'étais tout le temps en déplacement, enfin tout le temps entre deux pays en fait compte, tu vois. Et donc du coup, il fallait que je regarde bien les dates de livraison, donc j'en faisais 2-3 d'avance, quoi. Tu vois, j'ai commencé à planifier en disant tiens, il faut que je livre le numéro 483 le 23 janvier. Donc alors attends, du 21, là je suis en Australie, donc là je pourrais pas. Alors est-ce que je vais avoir une bonne connexion internet pour uploader le truc, donc je peux peut-être le faire à l'hôtel tel jour. Donc en fait, c'était une planification. Et je suis assez fier de ça parce que quand j'ai démarré, c'est vrai que j'étais pionnier parce que j'ai la licence 0001 FR Apple, donc je suis le premier podcast français. Tout podcast confondu, devant France Inter, devant tout ça. On va revenir sur ce numéro 1, parce 2005. Que tu es numéro 1 historique, mais tu as été aussi longtemps numéro 1 en nombre d'écoutes. Oui, parce que quand tu démarres le premier, c'est facile, je dirais. Parce que Et après, non, c'est vrai que j'ai été numéro 1 à peu près pendant 5 ans. J'ai regardé un peu dans les tops, là, justement. Alors après, évidemment, tu te fais dépasser, mais quand j'ai démarré, j'étais tout seul. Donc tout seul, t'es forcément numéro 1. Et après, en semaine 2, 3, 4, 5, il commence à y avoir certains DJ qui se disent c'est une bonne idée, tiens moi aussi je vais faire ça. Donc il y a une petite compète qui arrive et donc il y a des fois j'étais deuxième, premier, et puis après je vois que Tiesto fait la même chose et que alors, lui il a une grosse fanbase où c'est des gens très très connus, des Armin van Buuren, des DJ très très connus avec déjà une fanbase énorme et qui ont aussi une fanbase en France. Alors donc tu recommences à regarder des classements français, des classements européens et donc j'étais numéro 1 et je me suis dit là où je peux faire la différence, c'est d'être régulier. C'est-à-dire toutes les semaines, quoi qu'il arrive, je fais. Et ça a
ça m'a permis d'être numéro 1 assez longtemps parce que les gens savaient que toutes les semaines, quoi qu'il arrive, je publie un nouvel épisode. Et il y a beaucoup de DJ qui se sont lancés dans la course et qui, au bout de 2 ans, 3 ans, ils ont dit, bon, attends, je vais en faire un par mois. Et puis après, tiens, je vais en faire un tous les 3 mois. C'est mort. S'il n'y avait plus la régularité, les gens se désabonnaient. Et donc, restaient avec moi. Et donc, je me suis dit, bon, tiens, je vais faire un exercice mental de me dire, toutes les semaines, je fais ça, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que c'est une discipline, quand tu dis une discipline, ouais. Alors, je vais rester sur la fabrication d'abord, parce que donc, entre la fabrication du début et les derniers numéros que tu fais là, ça a changé, petit secret de fabrication, aujourd'hui, tu les fabriques comment, avec quel logiciel? Alors, je les fabrique avec Live Ableton, qui est mon logiciel de production, et ça va un peu plus vite, puisque effectivement, j'ai pas besoin d'enregistrer un disque qui fait 6 minutes, je l'importe en 20 secondes, après je le cale, donc ça me demande d'aller peut-être 2 minutes pour un disque de 6 minutes à peu près, pour te dire un peu un mix. Après, il faut positionner les jingles. Après, il faut que j'enregistre le speak. Et après, il faut faire les sorties. Alors, objectivement, je fais 40 minutes au lieu d'une heure, quoi. Je gagne pas énormément. Par contre, je gagne en flexibilité et puis le fait que je sois pas obligé d'être en studio, je peux le faire en voyage, quoi, en fin de compte. Donc, si j'enregistre bien mes speaks à l'avance, je peux être dans l'avion et faire mon The Mix dans l'avion avec mon casque, quoi. Alors, ce qui est dingue, c'est que tu disais que tu n'avais pas fait d'horloge, c'est-à-dire que tu n'avais pas fait une programmation très minutieuse, mais si on écoute le numéro 1, et quand on entendra le 999e, peut-être que tu feras un petit twist sur le 999, on va dire le 998, c'est quasiment la même forme. Ouais. C'est-à-dire que tu as ton habillage, tu as ton speak au début, ta programmation, t'es pas parti vers autre chose. Ben non, parce que c'est un peu, tu sais, quand tu dis tu fais une discipline d'un truc par semaine, j'aime bien le côté répétitif qui me dit, je fais 999 fois la même chose. Comme les Japonais qui apprennent chaque fois à faire un peu mieux, un peu mieux. Très amoureux de cette culture japonaise, tu le sais bien. Non, mais la formule était simple, un speak d'introduction, un speak de fin, salut, et puis de la musique au milieu. Alors, est-ce que tu as senti, toi, une différence avec le grand appel d'air sur les podcasts qui a lieu depuis, on va dire, 5, 6, 7 ans en France? Est-ce que toi, puisque tu vis aux États-Unis, même si tu as un pied sur chaque continent, est-ce que tu as vu une différence ou est-ce que toi, le fait que tu sois, je ne vais pas dire underground, mais en tout cas très spécialisé, très niche, ça n'a rien changé? Moi, ça n'a rien changé. Et à l'inverse, je veux dire que ça n'a pas développé, moi, beaucoup plus d'intérêt sur ma communauté. Et je pense que même c'est une érosion, moi, un peu, parce que quand j'étais le premier et qu'il n'y avait que le podcast sur Apple, la totalité des gens venaient écouter via l'iPod ou l'iTunes, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, tu as Spotify, Apple Music, je pense que Deezer doit faire des podcasts aussi. Enfin, il y a X plateformes qui font du streaming de podcasts et tout ça. Et donc, ce qui fait que je pense que ça multiplie la possibilité de toucher des audiences, mais ça affaiblit les réseaux, les canaux. Et moi, j'avais tout basé sur un seul canal. C'est-à-dire que je préférais être numéro 1 sur Apple iTunes. Et quitte à ce que Apple iTunes soit un peu en descente, tant pis, j'allais pas basculer tout sur YouTube parce que YouTube passait et j'ai pas eu là peut-être j'ai manqué de réflexe de me dire à un moment tiens il faut que je diversifie mes canaux de distribution pour le podcast. Je me suis un peu entêté, comme tu t'entêtes à faire une émission par semaine. Et je me suis entêté en disant non, je vais rester sur le canal historique du channel et qu'importe si l'audience, il y a une érosion de l'audience et qu'il y a moins d'audience en fin de compte. Alors cette audience, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'elle a été mondiale. Ouais. Et alors là, je suis en train d'essayer de récupérer. Est-ce que ça, t'avais imaginé ça? C'est-à-dire, est-ce que t'avais imaginé que tu disais que le podcast était, tu créais une communauté, tu étais un lien avec ta communauté, mais ce haut-parleur sur le monde, est-ce que tu l'avais vu venir? Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus? Est-ce que le podcast, oui. Comment ça se passe quand tu arrives? J'en sais rien, on parlait du Japon. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a des trucs qui petite anecdote, j'arrive en Australie, donc c'est la première fois que je vais faire une tournée en Australie, on doit être en 2003
2003, 2004. C'est la première fois que je vais en Australie. 20 heures de voyage. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de voyager au départ de la France, vous faites un stop à Singapour ou un stop au Japon. C'est très long, 20 heures. Donc c'est vraiment l'autre bout du monde, quoi. Et j'arrive et t'arrives à l'aéroport et t'as des gens qui viennent t'accueillir, des fans et qui à l'aéroport. Ouais, à l'aéroport avec le drapeau Space Invader et qui te disent ouais, ton dernier The Mix, c'est super. Mais alors c'est quoi le titre qui passe à 6 minutes 43? Wow. Et là tu te dis ouais, alors attends, 6 minutes 43, attends, il faut que je réécoute parce que je suis pas certain. Et tu lui dis la référence et le mec il est super content parce qu'il cherchait le titre, il le voulait. Donc là t'as vraiment une fanbase très forte, quoi. Ouais, parce que c'est un lien assez unique, hein, quand même. Enfin moi j'avais la chance en plus quand j'ai démarré ce podcast à être le seul à faire un programme dans cette veine électronique. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de radio qui me concurrençait. Donc les gens qui étaient vraiment amoureux et passionnés de ce type de son électro, ils avaient très peu de programmes à écouter. Ils avaient sûrement des programmes anglais, programmes américains, mais je faisais partie des programmes mondiaux à écouter. Et en plus, assez rapidement, j'ai fait une version animé en anglais. Alors au départ, j'ai oublié de parler ça parce que The Mix, c'est le j'ai fait International, ouais. J'ai fait une version française, une version anglaise rapide. Un blanc, un noir. Voilà, exactement. Et donc il y avait une version française, une version anglaise, et puis donc du coup l'anglais partait sur l'international et le français restait sur les radios et sur les podcasts français. Alors dernière chose qui a fait le succès, c'est la programmation. Oui, je pense que c'est l'exclusivité. Parce que là, tu dis c'est de l'électro. C'est pas derrière électro. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc cette sélection, est-ce que tu peux nous la décrypter un petit peu? Parce que si on revient au début, hein, tu dis on est au moment où Daft Punk commence, il y a un peu la French Touch, et ça émerge. Mais si on parle un petit peu plus technique, t'es sur quels sons? Alors, dans la sélection, c'est assez simple. D'abord, The Mix, mon podcast, c'est d'abord mes sons. Donc, c'est-à-dire, c'est d'abord mes remixes, mes exclusivités, mes mashups. Alors, je vais te donner un exemple très précis. On y va. Un exemple très précis. Je fais un mashup entre un titre qui s'appelle The Eggs, voilà, qui a été remixé par Toca Disco, et un a cappella que j'avais enregistré de Chris Willis à l'époque de l'album David Guetta. Que t'avais gardé, que t'avais pas utilisé. J'avais mis de côté. J'avais fait une version, mais j'étais pas très contente de la version. Par contre, quand je pose la voix de Chris Willis sur le maxi de The Eggs, ça sonne mais d'enfer. Je dis mais c'est ça l'idée, sans rire, c'est vraiment l'idée. En plus ça démarre par un truc qui fait tin 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 tin. Je dis la vache, c'est hyper reconnaissable. Je fais le mashup, j'ai les poils qui se dressent et puis le mashup, je mets 40 minutes à le faire, tu vois, quand c'est magique et que tout s'emboîte sans que t'as rien à faire. J'ai changé un peu le tempo, ajusté un peu la tonalité, un petit peu de reverb, un peu de compression multibande. Boum, le truc, c'est une bombe atomique. Tu vois, un titre de ouf. Un titre de ouf. J'ai dit, putain, ça c'est bon ça. Allez, j'ouvre le podcast avec ça. Donc du coup, j'ouvre, salut The Mix. Donc je suis en train de rechercher le numéro là justement, mais bon, c'est dans les premiers The Mix avec une exclusivité. Je viens de finir ce mashup, voilà, avec Chris Willis, machin. Qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Alors là, je regarde les commentaires 2 jours après la publication et tout le monde me dit où est-ce qu'on trouve ce truc-là, où est-ce qu'on trouve ce truc-là, il est disponible quand est-ce que ça sort. Ça doit te faire un plaisir. Là, j'étais assez content parce que ce que je te disais tout à l'heure. Parce que ça, c'est un retour aussi direct avec un public. C'est un peu comme quand tu mixes, quoi. Ouais, c'est un retour direct et en plus, c'est un retour de passionnés et de gens qui écoutent. Et ils sont assez critiques et ils ont une bonne connaissance aussi de la musique, tu vois. Donc ils sont assez pointus dans leur réflexion. Et ça me plaît beaucoup d'avoir des critiques qui sont construites et qui sont que je peux prendre en compte, tu vois aussi. Et donc là, quand je vois que il y a un emballement sur ce titre-là, que même la Radio FG me dit mais t'as passé un truc dans ton podcast là, est-ce que tu peux peut-être nous le donner? Le truc de dingue. Je dis bon ok, là je pense qu'il y a vraiment un truc. Et alors ce qui est marrant, c'est que quand j'avais fini ce titre-là, le lendemain je jouais en club à Paris, le Mix Club à Paris, et j'ai joué ce titre-là 2 fois et j'ai vu que la salle était à fond et j'ai dit bon là je tiens vraiment un truc. Bon donc le podcast The Mix, c'était globalement beaucoup de titres exclusifs comme ça, avant tout le monde, avant que ça sorte. Il faut aussi dire qu'en 2005, j'avais des relations assez privilégiées avec des producteurs que j'avais un peu repérés, qui n'étaient pas du tout connus. Ils s'appellent Steve Angelo, Sébastien Ingrosso, Eric Prydz, Axwell. Donc c'est ce qu'on appelait la Swedish House Mafia.
Que tu as appelé. Que j'ai eu la chance de donner le nom à la Swedish House Mafia. Mais moi, j'ai dit Swedish Mafia, j'avais pas mis le house. Mais pour la petite anecdote, oui, c'est vrai, j'étais un peu responsable du nom de ce groupe-là. Donc en 2005, je l'ai fait venir à mon anniversaire, je fais une fête d'anniversaire, je l'ai fait venir en France. C'est la première fois qu'ils voyageaient tous ensemble en dehors de Suède en même temps. Donc ils étaient tous contents, ils viennent faire la fête à Paris. Je leur ai payé un super hôtel, c'était le Novotel qui était au Forum des Halles. Je peux te dire qu'aujourd'hui, il ne reviendrait pas du tout dans ce Novotel-là. Mais donc tout le monde vient, tout le monde fait la fête. Et ce jour-là, le meilleur cadeau qu'ils puissent me donner, c'est des CDR, des CD enregistrés avec des nouvelles prods qui vont sortir dans les prochains mois. Et donc, ces prods-là viennent alimenter mon podcast. Parce que c'est des tubes, c'est des trucs que les gens vont dire « Attends, mais ce titre-là, je l'ai entendu chez Joachim Garraud il y a 1 an, quoi. » Parce que tu sais, le process entre le moment où tu fais un titre et le moment où il est commercialisé, c'est long. Hein. Ça peut mettre du temps. Bon, maintenant c'est plus rapide parce qu'on est quand même sur un format digital de streaming. Donc il y a plus de fabrication de vinyle. Mais à l'époque, quand il fallait fabriquer un vinyle, tu as quand même du physique. Il faut l'envoyer. Il y a des transporteurs. Il y a toute une chaîne qui n'existe plus aujourd'hui, qui prenait beaucoup de temps. Donc avoir un titre 5-6 mois avant tout le monde, c'était quand même une vraie force dans le podcast. Surtout donc, des titres qui faisaient vibrer, puisqu'en fait, ces titres-là, ils naissaient parce que c'était la vibration que les gens avaient envie d'être en soirée. C'était le truc du moment, quoi. C'est le truc. Et donc, du coup, c'était des titres que je jouais en club. Ah oui, c'est aussi ça, j'ai pas fini tout à l'heure. J'avais 2 paramètres. J'avais donc de choisir des titres que j'aime et des titres que je peux jouer en club. Dans mon set. Ça, c'est vraiment les 2 critères qui restent encore valables aujourd'hui. C'est-à-dire, quand j'écoute des nouveautés, est-ce que je me sens de le jouer devant 2000 personnes, 3000 personnes? Est-ce que ça représente le son du DJ Joachim Garraud qui ferait un set? Voilà. Et donc, du coup, voilà un peu la recette pour la programmation. C'est d'abord ça. C'est d'abord des titres coup de cœur, des titres que j'ai fabriqués ou des titres de gens assez proches qui me donnent un peu des exclusivités. Et à l'inverse, est-ce que des morceaux sur le quoi tu étais complètement fan, que tu as testé et ça testait pas, ou ça, et tu te disais bon? Ouais, c'est arrivé. Ouais. C'est arrivé de jouer des trucs. Je disais que ça devrait fonctionner, puis ça prend pas. Mais l'avantage d'avoir plusieurs casquettes en même temps, c'est que quand même tu es en contact avec le public d'une façon plus régulière. C'est-à-dire que quand je faisais le podcast et que tu fais en même temps 3 dates dans la semaine, par exemple de DJ, et que tu joues jeudi en Pologne, vendredi en Allemagne, et puis samedi en Roumanie, par exemple. Donc le jeudi soir, je joue en Pologne, je vais tester 3 nouveaux titres que j'ai finis. Je regarde le public. Dance Floor, il y en a un titre qui fonctionne, là c'est un peu mou, là le break, les gens, j'ai l'impression qu'ils s'emmerdent. Je retourne à l'hôtel, je fais mes edits, je remonte, le pied est pas assez fort, donc je prends un peu en compte ce que j'ai vu sur le Dance Floor. Le lendemain, je joue en Allemagne, et je dis là c'est mieux, mais peut-être que je peux booster un peu ce truc-là. Donc tu fais évoluer tes morceaux. C'est génial. Au fur et à mesure de la réponse du public, tu vois. Et donc au bout de 4, 5, 6 dates, si tu arrives, je ne veux pas dire que tu arrives à la perfection, mais tu fais évoluer tes morceaux en fonction de ce que tu ressens d'un public. Après, bon, il faut dire qu'il y a des publics différents, mais globalement, sur la musique électronique, c'est assez universel. Les gens, ils viennent danser. Il n'y a pas de problème de langage, puisque c'est pas de la musique vocale où les gens viennent écouter un texte. Ils viennent juste partager une énergie. Donc, si tu arrives dans la même semaine avec le même titre à faire danser un Polonais, un Russe, un Suédois et puis un Japonais, tu peux te dire que globalement, tu tiens un titre qui devrait plaire à beaucoup de monde. Tu vois. Et donc ça, c'était assez sympa parce que le podcast The Mix est aussi une synthèse de mes tests de DJ. C'est-à-dire que je joue le titre et quelquefois je le retouche. Il m'est arrivé très très souvent de jouer des versions work in progress en cours de réalisation et de jouer les titres en cours de réalisation sur le dance floor et de faire évoluer jusqu'à ce que tu sois satisfait du résultat ou que tu n'arrives plus à améliorer, quoi. Ouais, c'est génial. Alors, on va arriver au 999e, 20 ans, j'en reviens pas. 199 semaines, ouais. Chaque fois, tu as fait des anniversaires, hein? Oui. 100, 200, 300, je me rappelle du 600 qui était, 600, qui était incroyable, qui était au siège du Parti communiste français. Alors là, tu étais allé aussi dans le délire, parce que le lieu, pour ceux qui connaissent pas, s'y prête complètement, c'est une espèce de QG d'Invader. Ouais, c'est designé par Oscar Niemeyer, mon architecte préféré brésilien, et qui a fait une espèce de soucoupe dans le 10e arrondissement de Paris, quand tu regardes à l'extérieur. Et puis à l'intérieur, c'est un dingue, c'est du béton brut lissé, c'est magnifique. Et
Et là, tu avais scénarisé, c'était génial. Disons que j'ai travaillé avec une boîte qui s'appelle Watto, qui fait de la prod un peu, et on avait scénarisé parce qu'il y avait plusieurs salles, et l'idée c'était d'offrir un espèce de une expérience, escape game avant que ça existe. Exactement. Tu vois ce que je veux dire, un escape game en disant avant d'arriver au dance floor, il faut que tu passes des étapes, il faut cocher des cases, il faut être certain que tu peux partir dans l'espace. Est-ce que tu parles alien, est-ce que tu connais la bonne langue et tout ça, est-ce que tu connais l'alphabet, est-ce que tu peux jouer 3 notes, rencontre vers le futur, des trucs comme ça, enfin rencontre du 4e type. Voilà, bon bref, en tout cas, c'est vrai que j'essaie de fêter les anniversaires parce que d'abord j'aime bien les numéros, à vrai dire. Je crois que je suis assez fétichiste sur les numéros. Moi, c'est pas que je crois, je suis fétichiste sur les numéros. Oui, j'ai vu qu'il y avait je sais plus lequel, qui finit par 69 aussi, que tu avais appelé, je sais plus. Oui, enfin, bêtises. Des bêtises. Non, mais j'aime bien les numéros, franchement. Et l'anniversaire The Mix 100, c'était Aix-en-Provence. Le 200, c'était Rennes. 300, c'était Caen. Et puis 400, j'ai pas pu le faire. Je sais pas pourquoi, ça tombait mal, justement, tu vois, 400. Et puis j'ai pas trouvé la bonne occasion. Je préfère rien faire que faire un truc un peu pourri. 500, on a fait un truc à Dijon avec... à chaque fois, j'essaie d'inviter aussi des DJ qui viennent jouer pour la première fois en France. Et donc, par exemple, à Dijon, j'avais invité un DJ qui s'appelle Lost Frequencies, qui est un DJ belge, qui s'appelle Félix, qui était inconnu. C'est une de ses premières dates en France. Et le mec, il est tout content, il vient jouer en club avec moi, il bénéficie de ma communauté, tout ça. Et aujourd'hui, le mec, il est dans le top 10 des DJ. Et voilà. Donc c'est sympa de donner aussi la chance un peu à la nouvelle génération, puis d'essayer, un peu comme tu fais une programmation dans un podcast, de trouver les titres qui vont fonctionner dans quelques mois. Là, c'est de donner la possibilité à des DJ de venir s'exprimer qui vont fonctionner dans quelques mois, tu vois. Et puis, le 600, tu l'as dit, c'était au Parti communiste français. Là aussi, ça tapait fort, hein. Ouais, il y avait Vitalik, si je me rappelle. Corvade, Vitalik et Ledback Luc, et Riduello aussi. Et puis, on a eu le Covid qui est arrivé, qui a un peu plombé le game. Et donc, du coup, le 800, je l'ai fait sans public. Je l'ai fait en direct de la radio sur Radio FG. Et 900, j'ai pas fait parce que, justement, je voulais fêter le 999. J'avais dit, je vais me garder le 999. Et j'étais pas certain, il y a 3 ans, que 999 serait le dernier. Mais il m'a fallu un peu de temps pour me dire, qu'est-ce que je fais après ce 999 ? Est-ce que je fais un 1000 ou pas ? Et je te jure, c'était une question. Ça fait longtemps que tu y penses ? Je crois que ça fait 4 ans. Ah ouais ? Ouais. Parce que tu sais, nous, quand je dis artiste, c'est une certaine drogue, je dirais, d'avoir cette communauté, de pouvoir échanger à travers la régularité d'un programme comme podcast, comme le podcast The Mix. Et je me suis dit, rien ne m'oblige à arrêter à 999. C'est-à-dire que la radio sera contente de reprendre le 1000, je serai content de publier le 1000. Mais j'ai essayé de me mettre dans la position de me dire, quand est-ce qu'il va y avoir une fin ? Parce qu'il y a eu un début, et j'aimerais bien qu'il y ait une fin que je puisse contrôler. Donc je me dis, je préfère contrôler la fin plutôt que de me dire, arriver au numéro 1234, qu'on me dise, écoute Joachim, c'est ringard ce que tu fais, ou t'es trop vieux pour continuer, ou alors le podcast, il faut que tu changes de format. Et donc je me suis dit, je ne veux pas subir un peu la fin, je préfère la contrôler. Et pour la contrôler, je préfère la mettre en scène et me dire, 999, c'est un super beau chiffre quand même. Et puis en plus, il y a quand même un truc qu'il faut que je t'avoue, c'est que dans la soucoupe où je produis ce podcast, le compteur, il y a seulement 3 chiffres. Donc, peu comme la fin des années 1999, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu comme... Il y a peut-être un bug à 1000. C'est comme le compteur de la voiture, quand tu as 999, si je fais 1 kilomètre de plus, je repars à 0, et là, je risque de faire un trou spatio-temporel de 20 ans. Et franchement, je ne veux pas être responsable d'une catastrophe. Déjà, c'est assez compliqué la situation dans le monde actuellement. Je ne voudrais pas en plus qu'il y ait une faille spatio-temporelle de 20 ans. Surtout que tu n'auras pas un ministre pour te sauver. Hein, là, il n'y aura personne. Non, donc je me suis dit, autant faire une belle fête et autant l'arrêter là-dessus, quoi. Alors, c'est quoi cette belle fête ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que c'est très intriguant. On a déjà ce 999, déjà, c'est hyper beau. C'est beau. Voilà. C'est comme je disais, c'est clean. Il y a un truc unique. Ensuite, 25 01. 25.
25, Ouais, c'était c'est pas pas mal non plus. Ouais, ben disons que c'est ça. Et en plus, si tu veux, tiens, j'ai vu un petit post Instagram il y a quelques jours de quelqu'un qui m'a dit « Joachim, tu te rends compte, regarde, la semaine où tu fais ton The Mix, il y a les 7 planètes du système solaire qui sont alignées. » Je te jure. Je dis alors là, il y a un truc qui va se passer. Et donc non, mais alors pour te Peut-être dire que David Vincent sera là. ah, il sera là, ben, forcément, il sera là. Non, mais alors, en fin de compte, il y a trois gros points sur ce The Mix 999. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de line-up. C'est-à-dire que les gens ne savent pas qui va venir jouer et qui va venir passer les disques. Donc ça veut dire qu'on va être... déjà, tu dévoiles si tu dis ça. Ça veut dire qu'il y a des invités. Ben, forcément. C'est-à-dire que les gens savent qu'il y a dans les gens que j'ai invités, il y a à peu près une trentaine d'artistes qui sont tous capables de faire danser les gens tenir très, une très heure. bien. Ah, facilement. Ouais. Et donc ça, c'est la règle numéro 1. Pas de line-up. Vous verrez quand vous serez... voilà. Mais ça veut dire que toi aussi, tu te laisses cette liberté de comme un... Moi, je suis un peu réservé quand même à un créneau parce que en plus j'ai des invités avec. J'ai un invité que j'ai annoncé parce que j'étais obligé de l'annoncer pour une raison un peu stratégique, mais j'ai annoncé que le chanteur Chris Willis serait présent. Donc Chris Willis, c'est celui avec qui j'ai fait tous les titres pour les projets David Guetta, Love Is Gone, Love Don't Let Me Go, avec notre ami Fred Rister. Et donc du coup, Chris Willis vient des États-Unis et donc forcément. Chris Willis venant, et on va se faire on va se garder une petite fenêtre revival sur justement le début des années. On va célébrer un peu. Déjà, on a Chris Willis live. Voilà, on a un Chris Willis live. Ce qui est pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Voilà. Et puis après, il y a... Parce que certains peuvent penser qu'il n'a jamais existé presque. Voilà. Tellement il est partout dans tes œuvres. C'est vrai. C'est vrai, hein. Ouais. Mais donc voilà, il y aura ça. Et puis donc première règle 1, pas de line-up. Règle 2, les gens viennent forcément déguisés. C'est-à-dire que si tu n'es pas déguisé, tu ne peux pas rentrer. Tu es obligé d'avoir un petit accessoire un peu qui te démarque de ton quotidien. Si jamais tu viens les mains dans les poches, eh bien on a préparé des déguisements pour toi, des trucs simples à porter. On va pas quand même te faire porter des trucs trop compliqués. Je dis ça parce que il y a certains VIP que j'ai invités, je les vois mal venir déguisés. Parce que je me dis, moi, si je me déguise en Jean-Michel Jarre, ça passe ? C'est parfait. Et s'il lui fait l'inverse ? Oui, peut-être. Et qu'on le dit à personne. Il va se déguiser en Dominique Perrin, voilà. Ça veut dire possible, on verra. Mais donc, voilà, ça c'est la règle 2, venez déguiser. Et puis la règle 3, c'était que les smartphones vont être condamnés et qu'on ne pourra pas prendre de photos ni de vidéos avec les smartphones. Et ça, je le fais avec un truc technique assez simple, hein, c'est une pochette. Vous connaissez beaucoup de concerts ça. qui commencent à... Qui font ça maintenant ? Ouais. Voilà, c'est une pochette scellée. Vous pouvez commander une bière, vous pouvez payer, vous pouvez appeler un copain, une copine. Mais par contre, les fonctions vidéo sont floutées du fait de la texture du plastique qui fait que ça vous empêche d'utiliser une lentille. Une lentille donc pour photographier ou pour filmer. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Pour 2 raisons. Alors la première raison, c'est parce que je voulais que... Enfin non, pour 3 raisons. La première raison, c'est que je voulais que les gens profitent vraiment de l'instant présent et ne passent pas leur temps avec leur téléphone à filmer, à photographier, et vivent le truc pour le vivre, vraiment. La deuxième raison, c'était parce que je voulais que certains VIP puissent venir déambuler sans être obligés de se prêter à l'exercice un peu compliqué du selfie. C'est-à-dire, voilà, si tu as quelqu'un de très connu qui vient et que tu as tout le monde avec son portable, il dit « Oh, je peux prendre une photo avec vous ?» Il y a un moment... C'est bien, mais il y a un moment, c'est un peu saoulant, il faut le dire les choses. Et en plus, ça va pas avec l'état d'esprit de la soirée où je veux réunir des gens qui sont tous passionnés par la musique, quel que soit s'ils sont professionnels, amateurs, débutants, confirmés, qu'importe. On est tous là parce qu'on aime la musique. Donc, le fait de niveler ça, c'était pas mal du fait de la non-utilisation du téléphone portable. Et puis, la troisième et dernière raison, c'est que je voulais avoir des belles photos pour pouvoir finaliser un livre sur lequel je travaille en ce moment, qui sortira, je pense, en cours d'année, là peut-être au mois de mai, au mois de juin, un album assez mégalo,
puisque ça va faire 450 pages à peu près, ou peut-être un peu plus, on attend de voir. Ah, mais en tout cas, tu trouves un chiffre, tu vas pas faire 400... non, il faut que je fasse 444. Ou 666. 999 pages. Là, ça un bouquin de 333. 4 kilos. Ah non, j'ai déjà dépassé 333, désolé. Bon, 444. Voilà. Mais donc, un livre avec illustré, avec des anecdotes et avec des photos. Donc, dans ce livre-là, je voulais que le dernier chapitre soit le The Mix 999 et qui regroupe les photos, des belles photos qui montrent cette fête-là. Et pourquoi aussi je voulais garder cette exclusivité pour ce livre-là, c'est parce que ce livre-là, j'aimerais, je vais le mettre en vente pour la Fondation Arthur, qui était la Fondation contre la recherche du cancer du rein, en hommage à notre ami Fred Rister. Et donc, du coup, je vends ce livre-là et j'ai envie qu'on en vende beaucoup, qu'on fasse beaucoup d'argent pour la Fondation. Et je me suis dit, c'est encore sympa parce que là, on est sold out sur cette soirée du 999, donc il y a entre 700 et 800 personnes qui vont venir. Je me dis, si il y a un sur deux, qu'il y a déjà 400 précommandes de vente de livres, c'est déjà super. Puisque j'ai deux options pour ce livre-là. J'ai l'option 1 qui est l'autoproduction, c'est-à-dire l'auto-édition moi-même, c'est-à-dire que voilà, je fabrique moi-même, je vends moi-même. Et j'ai la deuxième solution qui est de passer via un éditeur et je commence à me dire que peut-être c'est une solution pour en vendre plus, être un peu plus diffusé. Et surtout que ce livre-là ne parle pas uniquement du podcast The Mix, mais il balaye de 1983 à 2025 et il explique un peu l'évolution du métier du DJ, comment le DJ est passé de la disco mobile à producteur devant 30 000 personnes. On en revient au début, la boucle est bouclée. Exactement, ouais, tout à fait. Est-ce que tu as ce sentiment de faire presque toujours la même chose ? C'est-à-dire que en fait, c'est les mêmes sentiments que quand tu avais tes deux platines et que tu réglais... c'est pareil, ouais. C'est la passion de produire, de partager du son. Après, on le fait pas avec les mêmes outils. Mais globalement, oui, c'est la même chose. Mais je suis très, 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 très content de mettre un point final à un podcast qui a duré pendant 20 ans, 999 semaines, et de pouvoir le contrôler et de faire une fête et de le symboliser physiquement dans un livre. Parce que tout ça... je trouve ça bien de laisser des traces, tu vois. Et je pense que, je suis très fier de cette trace là sur le podcast parce que tu verras quand je t'offrirai le livre que il y a à l'intérieur de ce livre là plusieurs chapitres, dont un chapitre qui s'appelle Génération The Mix. Et là j'ai des témoignages de gens qui se sont rencontrés sur ce podcast, sur mon forum. C'est-à-dire que... C'est tourné manège, tu veux dire ? C'est un peu tourné manège, mais ce sont des gens qui ont fait une carrière internationale. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vois les premiers messages qu'ils ont laissés sur mon forum grâce au podcast, en disant tenez les gars, je viens de démarrer, j'ai une maquette à écouter, qui veut écouter cette maquette là? Et après tu vois que c'est la maquette de Magenta d'Arnaud Coste qui a été, tu te dis mais c'est génial parce il faut dire que tu as été témoin d'une chose extraordinaire parce que au-delà de toutes tes collaborations, des 1000 vies et des 1000 métiers que tu as eu, c'est vrai qu'on est passé d'une dance music ringarde. Ouais. Qui est devenu jusqu'aux Jeux Olympiques la French Touch et qui est quelque chose que la France a gardé. Et cette French Touch, elle veut dire vraiment quelque chose. Et en fait, t'es la génération qui est passée du DJ un peu ringard. C'est vrai, on se moquait de nous quand on avait, on avait 18 ans. Fête foraine, quoi. Voilà, les mecs étaient rock et il fallait passer de la guitare. Et nous, avec nos sons un peu poète-poète, on était ringards. Et c'est ce qui a drainé toute la musique et qui draine encore tous les sons d'aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est dingue. Ouais. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai qu'on a eu la chance d'abord, la longévité du podcast, et c'est aussi, la longévité, c'est un truc important, je trouve, parce que ça nous permet aussi d'être, d'être un témoin d'une évolution dans notre métier. Et c'est pour ça que je passe pas mal de temps sur la rédaction du livre en ce moment, parce que c'est important de pouvoir transmettre à la nouvelle génération et leur dire voilà le parcours qu'on a fait et à vous de continuer maintenant, de prendre le relais
et voilà, d'aller plus loin. Et si vous pouvez utiliser notre expérience pour faire mieux, let's go, quoi. Et d'écouter 999 podcasts, ce qui représente plus de 40 jours de musique. Ah ouais, donc si tu cumules, ça fait ça, quoi. 999 heures, ouais. Ouais. Donc si vous voulez avoir l'histoire de la musique des 20 dernières années, la musique électronique, si vous voulez écouter les facéties de Joachim, et si vous voulez être inspiré par des mix, des remixes et tout plein de bonnes choses, 999 podcasts à écouter, et puis un grand rendez-vous le 25/01/2025. J'étais très très content de te recevoir. Merci Dominique, merci Dom Dom. Et puis au 25/01. Oui, viens faire la fête. Et puis on verra ce qui se passe le 26. Oui, on a des choses encore à célébrer, je te rassure. Bye bye. Bisous. The Mix. The Mix. Vous avez ce que vous êtes venu chercher? Je l'ai vu.